L'autre jour, un de mes élèves me demande, en regardant la photo de Jigoro Kano, c'est qui lui? Ben, c'est le fondateur du judo. Il me dit, ouais. Puis après? Ouais. C'est justement à cause de ce ouais, puis après, que je me suis dit qu'il serait peut-être temps de se rafraîchir la mémoire. Combien de centaines de milliers de personnes saluent plusieurs fois par semaine la photo de cette personne-là? Pourtant, on sait très peu de choses sur lui, à part que créer le judo. Moi, je me suis souvent posé la question à savoir pourquoi un jeune homme bourgeois, un jeune bourgeois, riche, talentueux, instruit, s'est intéressé à un art martial brutal, le jujutsu, à une époque révolutionnaire de l'entrée du Japon dans les grandes sociétés modernes. Mais pour moi, pour mieux répondre, il est important d'en connaître un petit peu plus que mes élèves sur Kano Jigoro. En tout cas, comme professeur de judo, pour moi, c'est essentiel. Vous avez remarqué que je prononce jutsu, puis c'est pas une faute de langage, bien que jitsu est plus utilisé. À l'époque de Kano, on disait plus jutsu. On va faire ensemble dans les prochaines chroniques, parce que j'en ai plusieurs, une espèce d'incursion dans la vie de Kano Jigoro. Kano Jigoro, l'homme, pas le fondateur du judo. Parce que, puis vous allez le constater, le judo, ce n'est qu'une infime partie de ses œuvres. Oui, mes amis, une infime partie. Comment diable Jigoro Kano est-il devenu une des plus puissantes personnes de son époque? Pas seulement fondateur du judo, c'est déjà pas rien, hein? C'est déjà pas rien. Mais comment il est arrivé à devenir une des personnes les plus influentes de son pays dans son temps? On sait, si on lit un petit peu, là, que Kano va être promu haut fonctionnaire, au premier ministère de l'Éducation. Puis les décisions qu'il va prendre vont probablement changer la société japonaise. C'est beaucoup. Il va contribuer à moduler la façon de s'instruire. Rien de moins. Moi, ce que je vous propose, ça va être plusieurs vidéos d'une dizaine de minutes qui vont raconter la vie passionnante de cet homme-là. En fait, avant de commencer ça, j'ai lu beaucoup. Je vais vous donner mes sources. Là. Fait que mes sources, je les ai épuisées dans plusieurs volumes que je vous invite à lire. D'abord, Jigoro Kano, La vie du fondateur du judo de Michel Mazac. Ça, c'est les éditions Budo. Jigoro Kano and the Kodokan, c'est une réponse innovante à la modernisation. Ça, c'est en anglais, par exemple, avec la traduction d'Alex Bennett du japonais à l'anglais. C'est l'édition du Kodokan. Jigoro Kano, puis l'élaboration du judo, la thèse de doctorat d'Yves Cadeau, que je n'ai pas lu au complet jusqu'ici, je dois le reconnaître. Sans plus tarder, on va commencer. La première partie, dans le fond, est essentielle pour apprécier le personnage à sa pleine mesure. On va parler du contexte culturel. Le Japon, en 1860, à la naissance de Jigoro, est en pleine effervescence. Puis, sur le plan politique, le pouvoir est détenu par le Bakufu. Que c'est ça, le Bakufu? Ça, c'est un gouvernement militaire. Le gouvernement militaire qui est sous la férule du dernier shogun de la lignée des Tokugawa. En fait, c'est le 15e. Il s'appelle Yoshinobu Tokugawa. Cette famille-là dirige le Japon depuis 3 siècles. Mais tout ça, le Japon des shoguns, c'est sur le point de s'écrouler, c'est sur le point de tomber. Il y a des problèmes sociaux de plus en plus inquiétants qui secouent le pays un petit peu partout. En plus, les Américains sont aux portes. On a d'ailleurs décrit ces événements-là un petit peu romancés, bien sûr, là, dans le film Le Dernier Samouraï avec Tom Cruise. Le grand changement de la restauration Meiji, en fait, est éclairé en novembre 1867, qui va prendre fin plein effet, si on veut, à peu près 2 ans plus tard. C'est fini les samouraïs. Kano Jigoro a 9 ans, puis on peut dire qu'il est pratiquement né en même temps que le Japon tel qu'on le connaît. Shinnosuke Kano naît le 18 décembre de Man-ei, dans le calendrier lunaire, qui est encore en vigueur à cette époque-là. Hein. Ça donne le 18 décembre 1860 et non pas le 28 octobre. Shinnosuke Kano, quant à lui, va prendre le prénom de Jigoro qu'à partir de 1874. C'est le fils de Jirosaku Mareshiba. Tiens donc, comment ça, Mareshiba? Bon, une histoire de famille. En fait, Mareshiba, c'est le nom de sa mère. Une mère très, très à l'aise financièrement, qui est la fille de Jisaku Mareshiba. Bon, jusque-là, c'est plus ou moins intéressant, mais il faut quand même parler du grand-père de Jigoro, Jisaku. Ça va y faciliter, Jisaku va faciliter énormément la vie matérielle des Kano. Jisaku, c'est un homme d'affaires prospère, puis il y a une famille, il y a aussi une famille d'intellectuels, puis de politiciens, puis de poètes.
Puis c'est ça qui va permettre à Kano, 2 générations plus tard, d'évoluer dans une famille non seulement riche, mais surtout qui était, si on veut, concernée par l'éducation puis l'instruction. Il faut comprendre aussi la structure de la société à l'époque des samouraïs, au Japon féodal. Les classes sociales sont très très simples. Les samouraïs sont en haut. Évidemment, tu as le shogun, les daimyo, après ça, les samouraïs. Après ça, c'est la classe très haute. Ensuite, en dessous d'eux autres, directement, ce sont les paysans qui vont les nourrir et les habiller. Ensuite, les artisans qui vont faire les armes puis les artistes. Puis finalement, juste finalement, les commerçants. Donc, les Kano, c'est pas des nobles au sens propre du terme, comme on serait porté à le croire, mais ils sont au bas de la classe sociale du temps des samouraïs. Ce sont des roturiers, comme on dit. Le grand-père Jisaku, c'est un négociant en gros, il s'occupe des livraisons de saké pour Edo. Edo, ça c'est l'ancien nom de Tokyo. Il y a le quasi-monopole du saké à Mikage, ça c'est la ville où est-ce qu'est né Jigoro Kano, ainsi qu'à Kobe. Kobe, c'est déjà une mégapole à l'époque. Il faut savoir que la vente du saké rapporte au Bakufu 15% de ses revenus de taxation. 15%, c'est énorme, ouais, c'est bon. C'est un petit peu pour ça que Jisaku et plus tard son fils vont avoir énormément d'accommodements raisonnables, si on veut, de la part du gouvernement, parce que le shogunat a besoin d'argent. Puis comme on le sait, dans tous les pays du monde, les distilleurs, les gens qui fabriquent de l'alcool, sont jamais pauvres. Pensez à Joe Kennedy aux États-Unis, puis au Molson au Québec. Puis, à quelque part, c'est cette richesse-là qui va permettre, par exemple, à Kano Jigoro de porter un sabre à 8 ans, comme on peut le voir sur la photo. Il porte un sabre, mais il n'en porte pas 2. Mais ça, c'était des privilèges qu'on pouvait acheter. D'ailleurs, le saké Akutsuru puis Kikumazamune sont encore en vente à la SOQ. Ça existe encore, puis ça appartient à la famille Kano, mais pas vraiment la famille du côté de Jigoro. Jorosaku, le fils, finit sous-secrétaire d'État à Marine de guerre par décret impérial. Puis ça, c'est pas rien, là. Puis là, on est en, disons, 1869-1870. Une autre histoire de famille, là, une autre particularité, disons, c'est que la mère de Jigoro Kano, Sadako Mareshiba, est aussi sa tante. Elle est aussi sa tante. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Il y a une première épreuve pour le jeune Shinnosuke. Il perd sa mère, Sadako. Elle meurt en 1869. Fait que le père doit ramener le jeune Kano à Tokyo. Comme je le dis, c'est peut-être des marchands, des roturiers, mais ils sont quand même très, très portés sur l'instruction puis l'éducation. Puis d'un autre côté, l'ouverture au Japon, aux étrangers, ça peut juste être bénéfique sur le plan des affaires pour la famille Kano. C'est ça qu'il pense, Jirosaku. Puis en plus, comme on dit, le bonhomme a les moyens. Le père Jirosaku, il a les moyens. C'est illimité. Il va inscrire Jigoro dans plusieurs écoles privées. Tout d'abord pour apprendre les idéogrammes chinois. Ça, c'est en 1870. Bon, ici, c'est comment on dirait ça? C'est le parcours normal d'un gosse de riche, d'un enfant de riche. Là, il va y avoir une nouveauté. Une nouveauté. De 1872 à 1875, Jigoro va débuter ses cours d'anglais et d'allemand à l'école Akitsubo. Puis après ça, il va rentrer directement à l'école Kasei, qui va devenir d'ailleurs l'université de Tokyo, qui va intégrer cette université-là dès 1877. Il a 17 ans, puis il rentre à l'université. Il va se diplômer en lettres, en fait en 81. Mais c'est pas assez. Il va retourner faire une année supplémentaire en philosophie. Il va donc terminer ses études en 1882, soit la même année qu'il fonde le Kodokan. Ouais, il s'intéresse, le jeune Kano, à 15-16 ans. Bon, tout d'abord, à cette époque-là, là, à 15-16 ans, ils ont été tournés, il s'est intéressé aux sciences. Puis après ça, l'astronomie. Et comme il se faisait intimider à l'école, il se trouvait tout petit, il se trouvait freluquet, puis il croyait fermement que sa petite taille allait nuire à sa crédibilité. Il dit, on va me prendre pour un enfant. Je veux faire du jujutsu. Du jujutsu pour se renforcer. Mais ça, son père ne veut rien savoir de ça. Son père lui interdit absolument. Oh, j'ai oublié une chose. On va revenir un petit peu à l'université de Tokyo pour juste nous donner une idée de l'intelligence de Kano. D'abord, c'est la seule université au Japon en 1877. Il y a juste 4 facultés. 4 facultés puis la faculté de Kano, les lettres, ils sont, tenez-vous bien, que 6 étudiants. Puis il va y avoir juste 5 finissants, dont Jigoro Kano. On comprend que c'est la crème de la crème qui est là, l'élite des élites. Jigoro Kano va donc faire partie de la première cohorte à être diplômé avec le nouveau système moderne. Et à cause de ces compétences-là,
À cause de ces compétences-là, il va être au cœur des changements profonds. Parce que c'est lui qui va structurer l'organisation des écoles. C'est bien sûr, il va se faire aider, c'est en comité, là. Mais il va structurer l'organisation des écoles sur le terrain. Il va aussi travailler sur les contenus de cours. Il va participer à la confection des grammaires. Il faut prendre la mesure de tout ça, là. Il faut prendre la mesure de tout ça. Puis en même temps, ben, il enseigne au Kodokan. Ça conclut mon exposé sur cette période qui nous situe Kano dans ses tendres années, comme on dit. Mais on va quand même retenir quelques petites particularités. Donc, on retient que Kano est né le 18 décembre 1860 et non pas le 28 octobre. Son prénom d'enfant, c'est Shinnosuke. Il prend le nom de Kano un peu plus tard. Puis il prend le nom de famille de sa mère. Sa mère qui est aussi sa tante. Écoutez bien. Jirosaku, le père de Jigoro, c'est un enfant adopté par le grand-père de Jigoro, Jirosaku. Sadako est la fille naturelle du même Jisaku. Donc, Jirosaku a demandé à sa sœur adoptive en mariage. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, la mère de Kano, c'est aussi sa tante. Dans la deuxième partie du document, on va aborder le professeur Kano, et non plus le jeune Shinnosuke. Si vous avez aimé, bien, vous savez quoi faire. Partagez cette vidéo-là avec les autres parce que c'est important pour nous. Activez les clochettes pour recevoir les notifications. Et donnez-nous un pouce en l'air si vous avez aimé. En attendant, faites attention à vous et à la prochaine.